Heureux de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro du Talk Afrique. Vendredi 2 mars 2018, une double attaque frappait simultanément l'ambassade de France et l'état-major général des armées du Burkina Faso à Ouagadougou. Le bilan est très lourd. Au moins une trentaine de personnes ont été tuées. Les attaques ont été revendiquées par un groupe terroriste, celui d'Iyad Agali, à travers le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mais de quel islam parle-t-on? Mais surtout, de quel islam se revendique-t-on pour tuer impunément? De notre côté, l'immigration ou encore la migration clandestine ne rendrait-elle pas davantage poreuses nos frontières africaines, facilitant ainsi l'accès à certains terroristes? Autant de questions et d'interrogations auxquelles tenteront de répondre nos invités. Salif Yalekwe, journaliste et président de l'OGMAO, l'Organisation de la jeunesse musulmane ouest-africaine, section Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, M. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec Salif Yalekwe, nous avons Mamoudou Meïté, islamologue et spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir, professeur. Bonsoir, M. Koné. Merci d'être avec nous. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que l'islam et que nous enseigne cette religion au sujet de l'humanité, mais surtout de la vie humaine? Professeur Meïté. Permettez-moi de donner une définition, une compréhension de l'islamologie. Allez-y. L'islamologie est une science qui s'applique à la connaissance de l'islam dans sa compréhension textuelle, c'est-à-dire la théologie, l'étude du Coran, l'étude des hadiths et des écritures des savants. Elle s'applique également à la compréhension de l'islam dans sa compréhension sociologique et civilisationnelle. Ici, il s'agit de comprendre le comportement des groupes musulmans. Ça, c'est l'islam dans le contexte, et l'islamologie est une science qui s'applique à la connaissance de l'islam contemporain. L'islam contemporain. L'islam contemporain, le phénomène du terrorisme contemporain djihadiste est une expression de l'islam contemporain. Maintenant, l'islam, qu'est-ce que c'est? L'islam a plusieurs définition. D'accord. Entre autres, l'islam est une notion polysémique, sujet tour à tour des compréhensions. Il y a l'islam dans sa compréhension étymologique qui vient du mot salam. Et ce mot salam a été répété 33 fois. Salam signifie la paix. Qui signifie la paix. Ce mot dans le Coran a été répété 33 fois. Pourquoi 33 fois? Ça, c'est un autre débat. Il faut comprendre les notions de l'arithmo-islamologie, c'est-à-dire les chiffres, pour comprendre pourquoi Dieu a répété ce mot salam important 33 fois. D'accord. Il y a l'islam dans sa compréhension littéraire, c'est la soumission à Dieu. Il y a l'islam dans sa compréhension monothéologique, c'est-à-dire toutes les religions monothéistes sont appelées l'islam dans le Coran. Et il y a l'islam dans sa compréhension cosmologique et l'islam dans sa compréhension restreinte qui est la religion de Mohammed. Vous voyez? Donc c'est une notion polysémique. Alors, je le disais tout à l'heure, que nous enseigne l'islam au sujet de l'humanité? L'islam est une religion humaniste parce que l'être humain est une créature exceptionnelle. Dieu nous dit dans le Coran qu'il a insufflé de son esprit à l'être humain. Et donc, du coup, l'être humain devient une créature noble, comme il le dit dans la sourate 17, verset 70. Donc, il a donné de la noblesse à l'être humain, et l'être humain est chargé de gérer cet univers-là, mais de la manière la plus décente. Très bien, nous allons y revenir. Salif Yalekwe, vous êtes journaliste, vous êtes également le président de l'OGMAO, l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les valeurs que vous dispensez, sinon quel est le message que vous véhiculez, vous, au niveau de votre organisation? Parce que quand on parle de terrorisme, d'islam, on parle également d'immigration et clandestine. À la suite du professeur, il a tout de suite indiqué, l'islam dans sa racine même signifie paix. Et c'est les valeurs de paix que notre organisation défend. Notre organisation fait la promotion des valeurs de paix.
l'islam c'est la paix et l'appel à l'islam exclut toute forme, je dirais, d'appel à la violence, d'appel à la haine. C'est par le bon comportement, par le bon témoignage, par nos faits et gestes qu'on peut appeler à l'islam. Inviter quelqu'un à l'islam par la violence est tout à fait proscrit au regard de plusieurs versets énumérés dans le Coran. Alors, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé à Ouagadougou, Burkina Faso, il y a seulement quelques semaines, avec le récit de Mamadou Ali Mouba. L'attaque du vendredi 2 mars à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, s'est déroulée de manière coordonnée, quasi simultanée, selon un mode opératoire connu visant deux cibles distantes de 2 km. L'ambassade de France et l'état-major général des armées du Burkina Faso. Il était 10 heures quand des tirs nourris résonnaient dans le quartier de l'ambassade française. L'ambassade de France a été assaillie vers 10h15 par un groupe de terroristes qui a été neutralisé grâce à l'action des gendarmes et des militaires qui assurent la protection de notre ambassade. Et les 4 assaillants ont été neutralisés. Donc il n'y a pas de victimes dans les personnels de l'ambassade. Je voudrais d'abord saluer leur sang-froid. Et c'est grâce au courage de ces militaires et de ces gendarmes que personne n'a été touché. Les autorités burkinabées ont tenté d'établir les commanditaires de l'attaque, pour l'heure non encore revendiquée, contre l'ambassade de France et l'état-major des forces armées du Burkina Faso qui a fait une trentaine de morts à Ouagadougou. 8 membres des forces de l'ordre et 8 assaillants ont été tués et on dénombre également plus de 80 personnes blessées selon un bilan du ministère de la Sécurité. En ce qui concerne l'état-major des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs et des explosifs dont la charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions. Nos forces de défense et de sécurité ont perdu 8 hommes sur les 2 sites. La capitale du Burkina a été ces dernières années à plusieurs reprises la cible d'attaques terroristes visant des cibles fréquentées par les Occidentaux. 19 personnes ont été tuées dans un café le 13 août dernier dans un attentat non revendiqué. Notre pays a été de nouveau la cible de forces obscurantistes, a dénoncé vendredi soir le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore dans un communiqué. Les présidents français, ivoiriens, nigériens et l'ONU ont tous condamné et exprimé leur compassion et leur solidarité au peuple burkinabé et réaffirmé leur engagement à combattre contre les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. Voilà, c'était un élément de Mamadou Ali Mouba. Alors, chers invités, au vu de ce qu'on vient de voir dans cet élément, est-ce qu'il y a une sorte de nuance qu'on peut apporter au mot djihad? Effectivement, il y a une grande nuance à apporter au mot djihad. La djihad, c'est l'effort sur soi-même. Comme on le disait, la bonne exhortation, c'est l'effort sur soi-même. C'est par son comportement qu'on peut appeler quelqu'un à l'islam et non prendre les armes. Quand on se bourre d'explosifs et on va dans un lieu public, on s'explose au nom de l'islam. Au nom de quel islam? Et qui vous voulez appeler? Les attentats ont des conséquences extrêmement graves. Là, c'était une ambassade. Les terroristes qui disent agir au nom de l'islam vont souvent dans les mosquées et s'explosent dans les mosquées. À quoi répondent ces actes? Ce n'est donc pas de l'islam. Ce n'est donc pas de l'islam. Alors, dans l'élément qu'on vient d'écouter, professeur Meïté, on a entendu assaillants, assaillants, assaillants. Alors, on les appelle des assaillants, mais eux se revendiquent des musulmans. Nuance. Je voudrais rebondir sur la question sur la notion de djihad. D'accord. Djihad vient du mot djoud, qui veut dire l'effort. Ça ne veut pas dire la guerre. C'est l'ensemble des efforts dans le sentier de Dieu. Et donc, le djihad a plusieurs champs d'application. D'accord. L'application dans le cultuel, dans le rituel, dans l'adorationnel et dans le spirituel. Il a son champ d'application dans l'éthique et dans la morale. Champ d'application dans les valeurs de sociabilité. Et le champ d'application même dans le respect de l'environnement.
Le djihad ne veut pas dire guerre. Ça, il faut le comprendre. Et puis, pour en arriver à l'arithmo-islamologie, une science dont nous sommes concepteurs, ce mot djihad est répété également 33 fois. Pourquoi 33 fois? Ça, c'est une autre question. Et pour comprendre le djihad dans son expression contemporaine, il faut le mettre à l'analyse de deux types de djihad. Le djihad dans son originalité, le djihad dans son authenticité. C'est quoi, l'effort sur soi-même? L'effort sur soi. L'effort sur soi, ça ne veut pas dire guerre. Et maintenant, si nous analysons l'aspect militaire qu'il y a eu pendant que le prophète était On sait qu'il y avait des expéditions. Il y a eu mais c'était dans un cadre de légitime défense. Comme vous le savez, tout ordre nouveau est difficile à accepter. Même quand l'ordre nouveau veut s'installer dans une idéologie, dans des pensées, dans des attitudes pacifiques. Et donc, face au nouvel ordre, il y a des anciens et qui, le plus souvent, posent des actes d'adversité, des belligérants. Très bien. Et Très bien. prophète, alors, on reconnaît le continent africain à ses valeurs d'hospitalité et de solidarité. Salif, alors comment est-ce que ce mode opératoire a pu s'inviter dans nos pays sans que l'on y prenne garde? C'est une question mondiale, c'est une question internationale. Et en Afrique, on le reconnaît, nos frontières sont beaucoup poreuses. Et ces djihadistes en griffe, ces terroristes arrivent à avoir des jeunes, arrivent à avoir des personnes pour exécuter, mettre en action leur plan, parce que peut-être il y a la pauvreté. D'accord. Donc ce sont des jeunes qui sont vulnérables, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas d'emploi et qui sont sensibles à l'appel de ces terroristes. Oui, généralement. Je vois mal quelqu'un qui travaille, qui a une occupation, se laisser berner par ce genre d'appellation. Justement, les oulémas et les savants de l'islam sont tous unanimes sur ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, professeur. Ils affirment tous que ce n'est pas du djihad. Alors vous, en tant qu'islamologue, quelle appréciation faites-vous exactement de cette situation? C'est ce que j'étais en train outre la définition du djihad. Voilà, j'étais en train de développer. Oui. Et donc, les affrontements militaires ont été faits dans un contexte de légitime défense. D'accord. Et le djihad lui-même, quand il devient sécuritaire, militaire, il a des règles. Alors, quand vous dites que les affrontements, sinon les conquêtes militaires de l'époque se faisaient dans des cas de légitime défense, quand on écoute Iyad Agali qui dit que certains de ses membres ont été tués par l'armée française au Mali, est-ce qu'il ne s'inscrit pas cette fois-ci dans cette forme de djihad? En s'inscrivant Parce que dans c'est une riposte qu'il apporte à l'armée française. Oui, en s'inscrivant dans cette logique, mais il ne faut pas ciblé de manière anarchique. Parce que dans le djihad originel, c'est deux partis militaires qui sont distincts. Ça, c'est d'un. De deux, même quand quelqu'un est désarmé, il ne faut pas le tuer. Quand on fait de lui un prisonnier, le prisonnier a des droits que le Coran évoque. Et puis, il y a des règles. Les enfants, les femmes et les vieillards, tous ceux qui ne participent pas à la guerre ne doivent pas être tués. On ne doit même pas empoisonner de l'eau. On ne doit pas empoisonner un puits. Les bâtiments administratifs, publics, on ne doit pas les détruire. Il y a beaucoup de règles dans le djihad. Et quand on vient et qu'on cible même des musulmans, ça devient un problème. C'est à cause de ça que j'ai dit qu'il faut mettre à la lumière donc, du djihad dans son authenticité. Et puis le djihad prévisionnel, parce qu'il y a un djihad prévisionnel mohamédien. Il a dit, maintenant est fini le djihad mineur, commencera bientôt le djihad majeur. Les gens ont pensé à des affrontements militaires. Et c'est quoi le djihad majeur? Le djihad majeur, comme je le disais, le djihad a plusieurs champs d'application. Dans le cultuel, le rituel, l'adorationnel et le spirituel. Il y a 5 prières quotidiennes. 5 prières quotidiennes chez les musulmans, bien sûr. Chez les musulmans. Et celui qui se détache la nuit, à des heures où on a le sommeil, où on est très fatigué, bien sûr s'il est marié après avoir accompli les devoirs conjugaux,
ils se détachent à cette heure-là pour adorer Dieu parce que... Allons-y très rapidement. Voilà. Oui. Et donc, ça, c'est une forme de djihad. La méditation, la Sourate 3, verset 190 à 192, la méditation, et la contemplation, ça c'est une forme de djihad. La lecture du Coran, et même respecter son engagement, dans un contrat de travail. La bonne gouvernance, quand on est musulman, la bonne gouvernance, ça c'est le djihad. Très bien. Est-ce que vous voyez? Donc alors, ça a plusieurs champs d'application. Très bien. Alors, Salif, vous, au niveau de votre organisation, quel message diffusez-vous au sein de votre association face à l'idée d'un ennemi intérieur, infiltré et silencieux, qui pourrait frapper à tout moment et qui malheureusement s'identifie à l'islam? C'est la sensibilisation au niveau de nos différentes bases. On dit que l'islam c'est la paix, l'islam c'est la promotion de bonnes valeurs. Et nous invitons notre jeunesse à faire attention. Et surtout aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux. Parce que c'est un canal par lequel ces terroristes passent pour atteindre leur cible ou pour recruter. Pour recruter ces jeunes. Pour recruter ces jeunes. Donc nous faisons de la formation également. La formation à l'utilisation, la bonne utilisation de ces réseaux sociaux, notamment Facebook. Très bien. Alors, nous sommes allés dans les rues de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, pour rencontrer des Ivoiriens qui se prononcent sur le lien entre terrorisme et migration clandestine. Écoutons-les. Le terrorisme, c'est un fait qui est contre l'avancée de tout ce qu'on appellerait vie humaine. D'où c'est quelque chose qui ne plaît pas, qui n'est pas bien pour la survie et la tranquillité des hommes dans un pays. Forcément, il y a un lien. Si tu as immigré d'un pays et que tu te trouves aujourd'hui, tous tes espérances, tes espoirs, ceux pour lesquels tu as sacrifié ta vie pour aller dans ces pays étrangers ne sont pas, ne sont pas répondus. Tes attentes ne sont pas répondues. Tu veux quoi? Souvent, tu es perdu, c'est le dernier recours. À mon avis, je ne pense pas. Parce que, à ce que je sache, généralement, l'immigration clandestine est liée à la pauvreté, à la recherche d'un mieux-être ailleurs, ce qui pousse les jeunes à prendre la mer au risque de leur vie. Mais joindre le terrorisme à cet acte-là, bon, peut-être c'est possible, mais moi, je n'y crois pas véritablement. Les États africains, notamment la Côte d'Ivoire et autres pays, ne sont pas mieux, ne sont pas très armés pour faire face au terrorisme, parce que ça demande des moyens. Et ces moyens-là, il faut parler des moyens militaires et moyens financiers. Nous ne sommes pas préparés pour faire face au terrorisme. On peut lutter efficacement. C'est une mutualisation des efforts au niveau des États. Vous voyez, aujourd'hui, Boko Haram tue les gens au Nigeria. Mais en Afrique de l'Ouest, quels sont les présidents qui en parlent? Personne. Mais je pense qu'on doit mutualiser les efforts pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Je pense bien. Voilà, chers messieurs, les réactions dans les rues d'Abidjan, il y en a de toutes sortes, chacun réagit comme il l'entend. Alors, on a appris juste après l'attaque à Ouagadougou que le gouvernement ivoirien avait renforcé le dispositif sécuritaire à nos différentes frontières, et avec le Mali et avec le Burkina Faso. Alors, Salif, quelle est la meilleure riposte selon vous pour pouvoir venir à bout de ces forces obscures? C'est d'abord aux forces de l'ordre de faire attention. La mesure gouvernementale est importante. Il y a d'autres mesures comme l'identification. Avoir un identifiant unique, qui est aussi un moyen pour pouvoir tracer les mouvements des personnes. C'est aussi important. Et comme on dit, continuer la sensibilisation au niveau de la jeunesse. Quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas de lien entre l'immigration clandestine et terrorisme. Et cette même personne avait dit que l'une des causes de l'immigration clandestine, c'est la pauvreté. Tout à fait. Quelqu'un qui est pauvre, qui a des difficultés à joindre les deux bouts, est une proie très facile pour ces terroristes. On prend l'exemple des milliers de personnes qui veulent converger vers l'Europe en passant par la Libye. Tout à fait. C'est une zone désertique, c'est une zone où le terrorisme est très développé. C'est bien facile de prendre des éléments parmi ceux qui veulent partir en Europe
Très bien. Alors, professeur Meïté, Salif l'a dit tout à l'heure, il faut certainement identifier chaque individu. Vous qui avez pratiqué ces pays occidentaux, est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers une sorte de racial profiling, identifier les individus? Est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers une façon de priver les personnes de leur liberté en les espionnant jusqu'à l'extrême par mesure de sécurité? Le phénomène du terrorisme est plus complexe qu'une simple identification. Il faut aller au-delà. Très bien. Parce que malgré le système de renseignement, dans les pays développés, ils sont frappés. Hein? L'attentat en 2016 dans le Tennessee, au niveau d'une base militaire. Une base militaire américaine a été frappée. Ça va au-delà. Il faut repenser la manière, pas déformer le dogme, la doctrine et les fondements de notre croyance. Il ne s'agit pas de cela. Mais il faut repenser le tafsir, c'est-à-dire le commentaire. Ça, c'est d'un. De deux, il faut éviter de faire l'amalgame entre les conflits aux motivations temporelles et les conflits spirituels. D'accord. Parce que le terrorisme... Alors, ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas un conflit spirituel, hein, le terrorisme. Oui, mais ça se nourrit de ce que j'appelle les fausses stéréotypies. C'est-à-dire, on crée des schémas qui ne sont pas réels. Est-ce que vous voyez? Des fausses stéréotypies et des fausses modélisations. Il faut les éviter. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. On disait que, bon, le nord musulman, le sud chrétien. Or, démographiquement, le Nord n'est pas musulman. Le Nord démographiquement, est plutôt animiste. Voilà, il y a plus d'animistes que de musulmans. Tout à fait. Et au Sud, il y a plus de musulmans que les chrétiens. Donc, on se base sur le centre de pénétration des religions pour en faire une actualisation démographique. Et les fausses stéréotypies, les fausses modélisations, c'est la dynamique et la cinétique du phénomène djihadiste. Alors, professeur, la Côte d'Ivoire a pris certaines dispositions sécuritaires. Oui. C'est clair qu'il faut réinventer, selon vous, le langage à diffuser aux musulmans pour qu'ils comprennent ce qui se passe sur le continent et dans nos pays. Mais la Côte d'Ivoire a pris récemment des dispositions. En août prochain ou en septembre, pratiquement, il y aura une école de formation des forces militaires pour lutter contre le terrorisme. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Ah oui, ça c'est une très bonne chose, parce que les terroristes agissent de manière militaire. Par conséquent, il faut des réactions militaires. Mais je dis que ça ne suffit pas. Parce qu'un terroriste, il change de mode opératoire. Quand le terroriste a atteint ce que j'appelle dans mon langage technique la conscience auto-sacrificielle, même en roulant une voiture, hein, l'attentat de Nice, hein, aujourd'hui, ils utilisent de plus en plus les attentats aux camions béliers. Bien sûr. Voilà, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas prévoir cela. Donc, c'est une conscience que j'appelle la conscience auto-sacrificielle. Le phénomène est très complexe. Je le définis comment? C'est un ensemble de maillons, de phénomènes contemporains qui se sont enchevêtrés les uns aux autres pour donner une chaîne redoutable qui ligote aujourd'hui l'humanité, ou pour donner une créature monstre qui dévore l'humanité. Alors, selon vous, quelles sont les solutions qu'il faut apporter très rapidement? Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelles sont les solutions qu'il faut apporter réellement pour pouvoir contrer ce phénomène-là? Le message de l'islam. Il faut aller, le Coran est très complexe, riche en enseignements. Il faut le développer. Donner la notion de djihad, et le 33 dont j'ai parlé, je le définirai dans un autre cadre. Tout à fait. Donc il faut expliquer le Coran, il faut expliquer le djihad. Et il faut éviter d'instrumentaliser les conflits aux motivations temporelles en des conflits religieux. Très bien. Alors, ça, oui, allez-y, terminez. Et puis, ce que je vais dire, à chaque fois quand il y a une intervention militaire étrangère dans des pays peuplés essentiellement de musulmans, on part, même si ces conflits-là ont pour motivation politique, pour motivation politique, géopolitique, géostratégique, économique, on passe facilement
de la guerre temporelle à la guerre de religion. On utilise donc le canal de l'islam Le canal de pour l'islam, atteindre voilà. ses objectifs, malheureusement. C'est ça. Alors, Salif, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro du Talk. Vous, au niveau de l'OG-Maho, vous sensibilisez la jeunesse africaine musulmane de façon particulière. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Est-ce que vous avez d'autres champs d'action qui s'appliquent à votre organisation? D'autres champs d'action, il y a aussi la formation entrepreneuriale D'accord. qui permet aux jeunes d'avoir un emploi sans forcément attendre l'État, les pouvoirs publics. Ça permet de ne pas être oisif, ça permet d'être en activité et de ne pas être une proie à ces terroristes. D'accord. Merci d'avoir été avec nous, Salif Yalukwe. Je rappelle que vous êtes journaliste, président de l'organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Professeur Meïté, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes islamologue et spécialiste des questions sécuritaires. Vous avez été surtout le premier à alerter la Côte d'Ivoire sur l'éventualité d'un attentat terroriste qui malheureusement a frappé notre pays il y a 2 ans. Merci d'avoir été avec nous. Voilà qui referme ce Talk Afrique depuis Abidjan. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur Médien TV Afrique.